Il y avait un coucher de soleil sublime, sont les ciels pique-mouches, on les appelle comme ça nous maintenant. C'est vraiment, on a la chance, effectivement, on a des vues à presque à 360 degrés, donc on a les levées de soleil, les couchers de soleil, les levées de lune, les couchers de lune, enfin voilà, la totale. Et donc c'est vrai on a remonté le chemin, il y avait un coucher de soleil magnifique, on s'est assis. Et assez vite, il y avait une chouette qui ululait derrière nous et on a dit c'est là. Voix du Sud Touraine, avec Thomas et Catherine Lemaigre-Closson. Ils nous racontent l'aventure Pique-Mouche qui a transformé ce couple bruxellois en producteur de plantes aromatiques et médicinales à Charnizet, au bout d'un chemin perdu au cœur de la nature du Sud Touraine. Donc effectivement, je suis belge. Moi, je suis née à Bruxelles et voilà, bruxelloise de toujours, on va dire. Donc une cinquantaine d'années à Bruxelles et arrivée en Sud-Touraine avec l'envie de verdure, de nature, de pouvoir sortir, s'échapper de la ville de temps en temps. Et donc on a acheté ici, il va y avoir 9 ans dans quelques jours. Avec l'objectif de venir vraiment très régulièrement parce qu'on avait la possibilité de télétravailler. On avait aménagé nos boulots bruxellois urbains pour pouvoir télétravailler régulièrement et des enfants en garde partagée, donc ça nous permettait de venir quand même souvent. Et donc on avait le projet d'une espèce de double vie à deux, un peu moitié-moitié à la ville et moitié ici Sud-Touraine, mais sauf que les choses ne se sont pas passées comme ça parce que assez rapidement on s'est rendu compte que quitter ici c'était très très difficile, voire vraiment douloureux. Et donc notamment après un été un peu long passé ici et puis aussi 3 semaines au printemps qu'on a trouvé absolument sublime, on s'est rendu compte qu'une fois que les enfants seraient grands, juste la motivation de la vie professionnelle bruxelloise ne serait pas suffisante et qu'en fait on aurait envie de vivre ici à l'année. Et donc on a décidé, je pense qu'il y a maintenant presque 5 ans, de venir vivre ici et maintenant c'est en train de se passer vraiment. Alors moi j'ai grandi à la campagne. Ma maman venait de Bruxelles, mon père venait d'une petite ville un peu taille de Loche dans le sud de la Belgique, en Wallonie, en Wallonie comme disent certains Français. Donc la partie francophone du pays. J'ai grandi là jusqu'à mes 18 ans et à mes 18 ans j'en avais ras-le-bol de la campagne, donc je suis parti faire les études en ville et je suis resté à Bruxelles jusque ces dernières années, donc une trentaine d'années. Il faut dire que ce qu'on avait cherché en Belgique au départ, avant d'arriver ici, c'est un verger pour aller faire des barbecues avec les enfants les week-ends, faire pousser des framboisiers, des pommiers, etc. Mais en Belgique, on n'a pas trouvé. Ou alors il faut vraiment aller très très loin de Bruxelles et c'est pas faisable. Mais la terre est chère chez nous, très très chère parce qu'on est très nombreux et tout le monde veut des chevaux et voilà. Donc c'est très urbanisé et pour l'anecdote, c'est en étant un jour en week-end à Angers, c'est ça, hein, qu'on est passé devant une agence immobilière et puis comme on fait toujours un peu en vacances, on regarde des agences immobilières comme ça, et ben on s'est rendu compte que ce qu'on cherchait en Belgique, on pouvait trouver la même chose ici pour, je dirais un budget à doubler, mais il y avait des habitations, il y avait de quoi loger sur place en Belgique, un hectare agricole non constructible. À moins une heure et demie de Bruxelles, ça part au-dessus de 40 000 euros. Donc on s'est dit, oula, mais en fait on se trompe complètement à chercher quelque chose en Belgique qu'on ne trouve pas. Et donc si on creusait la piste française, on a un tout petit peu regardé du côté de la Drôme, mais on s'est vite dit que c'était mieux ici. Un peu moins loin de Bruxelles, parce qu'on fait la plupart de nos trajets en train, et à Châtellerault, on est à 4 heures de Bruxelles, si tout va bien. Donc voilà, le choix c'est progressivement centré sur le sud Touraine. En fait, on avait mis une carte IGN de la région sur un mur du bureau qu'on avait à Bruxelles. Et on a fait un grand cercle d'une quarantaine de kilomètres autour de la Roche-Posay. Et donc, voilà, après des recherches, on avait restreint à ce périmètre-là, puis on a fini par trouver ici.
On va revenir évidemment sur ce moment, comme vous dites, où on a trouvé ici. Mais est-ce que vous pouvez me dire chacun ce que vous faisiez au niveau professionnel quand vous étiez en Belgique ? C'est pas très facile à synthétiser rapidement parce que moi j'ai changé plusieurs fois de boulot, mais j'ai un diplôme en sciences politiques, que j'ai suivi à Bruxelles, passé à Bruxelles. Et puis j'ai travaillé dans l'édition pendant une petite quinzaine d'années, dans l'édition universitaire en sciences humaines. J'ai ensuite travaillé dans une agence de presse où travaillait Thomas, c'est là qu'on s'est rencontrés, donc il y a 17 ans. Et puis j'ai travaillé pour Max Havelaar, donc le label du commerce équitable, pendant 3 ans. J'ai piloté une campagne de sensibilisation pour le commerce équitable et les produits locaux, donc on voit déjà des liens. Et puis les 10 dernières années, j'ai travaillé sur la question de l'accès à une alimentation de qualité pour des publics précarisés. Et donc ça, c'est vraiment mon dernier gros job à Bruxelles. C'était un travail plutôt de sociologue, on va dire. J'ai travaillé beaucoup avec les pouvoirs publics et le secteur associatif, à aider à monter des projets, un peu l'équivalent du projet d'alimentation territoriale ici, mais au niveau vraiment de la région bruxelloise et avec la dimension spécifique de l'inclusion de publics plus précaires et moins sensibilisés peut-être à ces questions, qui ont moins facilement accès. Voilà, j'ai aidé au montage d'épiceries solidaires, j'ai beaucoup travaillé avec l'administration publique et puis j'ai terminé par un gros projet de recherche participative sur un supermarché coopératif, qui était le premier supermarché coopératif à Bruxelles. Moi, j'ai fait des études de sciences éco. Et après, ça s'est enchaîné de manière un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai fait du journalisme étudiant, et puis je ne suis pas sorti du journalisme pendant une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'à la sortie des études, avec des copains, notamment ceux avec qui on faisait du journalisme étudiant, on a créé une agence de presse sur les questions, spécialisée sur les questions sociales, les questions socio-économiques, sur la question du chômage notamment, parce qu'on trouvait que c'était maltraité par la presse conventionnelle et qu'il fallait notamment entendre mieux la voix des personnes concernées. Et donc on a créé cette agence de presse à l'époque, à partir de rien, ça a très très bien marché, et donc moi j'ai fait, on va dire, tous les boulots là, journaliste, rédacteur en chef, j'ai fini à la direction, et puis j'en ai eu un peu, j'étais un peu fatigué, donc à peu près au moment où on a acheté ici, j'ai arrêté. J'avais déjà fait d'autres choses en plus du travail de journaliste, parce que c'était quand même un travail assez spécialisé sur des thématiques particulières, et la Belgique c'est un peu l'effet village. Dès que vous êtes un peu bon sur un truc, tout le monde vient vous chercher, parce que le bouche à oreille fonctionne tout de suite en circuit court. Donc j'avais travaillé avec des centres universitaires, j'avais donné des cours et des choses comme ça, donc ça j'ai arrêté l'agence de presse et j'ai continué à faire juste ces boulots là, donc entre la recherche, l'enseignement, le soutien des associations, des pouvoirs publics, toujours sur les questions de politique de l'emploi, politique de formation professionnelle, et ça je le fais encore un tout petit peu, surtout en hiver quand il y a moyen de travailler avec des gens qui ne sont pas pressés, et quand ici on a moins de choses à faire en hiver, donc ça peut se cumuler encore un peu parce qu'on n'a pas encore complètement tiré de revenus pour deux de notre activité agricole. Voilà, donc j'ai fait pas mal de choses, j'ai donné des cours aussi dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est pas du tout organisé en France comme en Belgique, donc je sais pas très bien. Des écoles de travailleurs sociaux, on va dire. Voilà, ce genre de choses. Vous avez quand même fait a priori un grand écart professionnel et puis aussi, déjà de cadre de vie évidemment, mais vous avez travaillé avec en interaction avec beaucoup de gens. Alors aujourd'hui aussi, mais quand même vous avez certainement une grosse partie assez seule au sein de cette propriété de Picmouche. Mais et vous allez m'expliquer comment vous le vivez, cet aspect-là. Et puis aussi tout simplement comment vous avez fait ce grand écart entre ces métiers que vous avez exercés et celui que vous avez souhaité créer, inventer et faire naître ici en Sud-Touraine, à Charnizet. Oui, c'est un grand écart, ça c'est sûr. C'est vraiment un changement de vie, de pays, de contexte, de métier, etc. Après, moi, je retrouve quand même plein de choses de mon métier d'avant.
parce que je travaillais sur cette question de l'alimentation de qualité et aujourd'hui on travaille sur les plantes aromatiques et médicinales, c'est en partie de l'alimentaire quand même et puis on fait aussi des cosmétiques mais on est toujours sur cette question de la qualité, du circuit court, du biologique, du juste prix au producteur, enfin toutes ces dimensions-là en fait elles étaient déjà dans mon métier en Belgique donc on n'est pas si loin de ce que je faisais. Après je suis passée de l'autre côté par contre parce que je travaillais vraiment du côté des consommateurs et aujourd'hui c'est moi qui suis productrice mais du coup c'est intéressant parce que voilà, il y a quand même beaucoup de liens avec ce que je faisais avant. C'est aussi un métier quand même extrêmement diversifié. Moi je trouve qu'on ne le dit pas assez mais quand on est agriculteur comme ça en circuit court et qu'on assure la transformation à la ferme et qu'on assure soi-même la commercialisation, en fait on fait 15 métiers à la fois. Les gens, on s'imagine toujours qu'on est juste les mains dans la terre en train de cueillir des plantes. Ils nous demandent toujours ce qu'on fait en hiver, mais on fait 1000 choses en hiver. On n'est pas du tout en train de s'arrêter. La preuve, c'est qu'on a bossé tout le week-end. En fait, il y a des choses à faire tout le temps. C'est extrêmement diversifié. Et notamment, je trouve qu'on a beaucoup de compétences acquises dans nos vies professionnelles précédentes qui sont extrêmement précieuses aujourd'hui encore. On est capable de faire de la com, on est capable de faire de la compta, on est capable de justement la commercialisation, l'explication de nos produits, la sensibilisation. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qu'on faisait avant et qui nous servent dans notre métier d'aujourd'hui. Donc le lien, il est quand même, je trouve, encore assez présent. C'est pas complètement éloigné. Maintenant, c'est clair que quand on est vraiment les mains dans la terre ou en train de faire nos cueillettes, oui, ça c'est très nouveau, mais c'est juste formidable. C'est ça voilà, on avait envie de ça et peut-être beaucoup moins de réunions, beaucoup moins d'ordinateurs et ça c'est le bonheur, quoi. Enfin, ça c'est ce qu'on voulait. Après, la question de la solitude ou de l'isolement, on est sur un lieu qui est effectivement un peu isolé, mais par contre, on se sent pas du tout seul. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un de solitaire, quoique de plus en plus. Je vois qu'en fait, les années passant, j'ai de plus en plus besoin de moments de solitude, de moments où je me retrouve juste avec moi-même. Ça me fait énormément de bien. Je pense que j'avais moins conscience de ça quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, j'apprécie énormément ces moments. J'adore être au jardin, juste avec les oiseaux et les petites bébêtes autour de moi. Mais par contre, il n'y a jamais 3 jours d'affilée sans qu'on soit en interaction avec d'autres. Et le projet qu'on a monté ici, on va sûrement en parler encore après, mais on est vraiment en train de le concevoir pour être en lien avec la vie locale. Et c'était quand on a décidé de vivre ici, on aurait pu faire le choix de télétravailler à 100%, même si à mon avis ça aurait été très compliqué, mais on n'avait pas envie, parce que l'idée c'était alors de s'ancrer encore plus dans la vie locale, d'avoir encore plus de liens, alors qu'on était déjà très bien accueillis, qu'on se sentait déjà pas seul. Et là, je trouve qu'avec notre métier, oui, on est en lien tout le temps. Ce week-end, on était sur des marchés de Noël, on a rencontré d'autres artisans vraiment très chouettes. Demain, on va voir un groupe, on se retrouve avec le groupe de producteurs de plantes aromatiques et médicinales de la région centre. On a un groupe de travail qui se voit régulièrement, on a des super échanges. Mercredi, on va installer la boutique d'artisans éphémère à Preuilly pour Noël. De nouveau, tout un groupe de super personnes. Enfin voilà, on est tout le temps en lien. Aujourd'hui, on avait besoin de foin, on a des très bons amis locaux qui nous ont aidés à nous installer, qui viennent avec leur remorque pour aller chercher du foin dans une ferme avec des éleveurs chez qui on va faire nos cueillettes. Enfin voilà, on est en lien tout le temps et on ne se sent pas du tout seul. C'est important de dire ça, c'est que le fait de travailler en circuit court, c'est vraiment une activité fort sociale. La cueillette, moi je raconte toujours ça, quand on prévoit d'aller faire une cueillette sur une ferme ou chez un particulier, il faut prévoir... je sais pas moi, si on a besoin de X kilos, il faut prévoir 1h30 de cueillette, mais aussi il faut prévoir 1h30 pour goûter le cidre, discuter avec les parents. Enfin voilà, c'est très rigolo. Et alors aussi, il y a beaucoup de monde qui passe ici. Le fait d'avoir créé une boutique, le fait de participer à des réseaux informels d'entraide, d'échange, ça fait qu'en fait il y a des semaines où Catherine part à Bruxelles, elle doit encore rentrer à Bruxelles de temps en temps. Moi je reste seul ici. Et il y a peu de journées où il n'y a pas quelqu'un qui passe. Donc ça c'est un truc très chouette. Et alors pour revenir à la question d'avant,
comment sur le décalage entre les boulots, les métiers de vie. En fait, la grosse différence, moi je trouve, c'est le fait de faire un travail en bonne partie à l'extérieur, ce qui en ville est quasiment impossible, sauf si on est dans des métiers, je sais pas, de voirie, des boueurs, etc. C'est le fait de faire un métier physique, où on utilise plus son corps, pas juste les doigts sur un clavier et le dos qui souffre sur une chaise. Et puis où on travaille avec la météo, où on travaille avec les saisons, on travaille avec plein d'aléas qui nous dépassent complètement, qu'on peut anticiper, qu'on peut prévoir, mais pas que. Et ça, c'est assez nouveau aussi. On n'est pas dans des environnements hyper contrôlés, hyper paramétrés. Il faut tout le temps improviser. On ne sait jamais très bien comment la journée va se dérouler. Et ça, c'est aussi des choses où on retrouve les compétences qu'on avait avant, même si ça se passe dans des environnements complètement différents. Mais voilà, planifier, programmer, se réorganiser, communiquer à deux, communiquer avec les autres, tout ça, c'est des choses qu'on a été rodé quoi, en tant que responsable associatif ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on a pas mal pratiquées. Mais voilà, l'environnement, ça n'a rien à voir, c'est clair. Et alors quand on raconte nos journées aux gens qui sont restés à Bruxelles, on va dire, ils tombent un peu de leur chaise des fois quand même. Ils vous envient quelquefois ou pas ? Ils nous envient, je crois certains oui, d'autres trouvent qu'on est complètement maboule, d'autres, voilà, ça, on sent que parfois ça touche un peu des points névralgiques, des choses irrésolues dans leur parcours, dans leur couple, etc. Et parfois on sent que ça active des choses où encore un peu de travail et ils vont débarquer ici ou ailleurs, mais... Du coup, on va revenir à ce moment où sur la carte, vous avez dit ce sera par là. Comment ça s'est passé jusqu'à la visite en fait de cette ferme ? Nous, ce qu'on cherchait, c'était un endroit, site un peu préservé, un peu perdu dans la campagne, avec un peu de terrain. Alors, il n'y en a pas énormément et voilà. On a pas mal roulé entre Bléré, La Roche-Posay, le parc de la Brenne. Et puis un jour, alors, une des choses qu'on a faites qui était un réflexe dès le départ, c'est d'essayer de loger chez des habitants, donc dans des gîtes, dans des fermes, etc. On est arrivé dans une ferme à Charnisay, au Bonestière à l'époque. Table d'hôte, on discute, on fait connaissance et assez vite on explique pourquoi on est là et ce qu'on imagine, ce qu'on cherche et comment on s'y prend. Et puis Martine, la dame qui nous accueillait, nous dit « Ah, vous cherchez avec, je sais plus comment il s'appelle, je suis pas sûr que vous allez trouver, mais je crois qu'on voit ce que vous voulez chercher, ce que vous voulez trouver. On va ouvrir nos oreilles et laissez-nous vos coordonnées. » Donc on est reparti à Bruxelles en disant « Ah chouette, c'est des agriculteurs, ils ont sans doute accès à des canaux d'information auxquels nous on n'a pas accès. » Et c'était effectivement le cas puisque on en a reparlé l'autre jour. 3 semaines après, ils nous ont envoyé un mail avec une annonce de 3 lignes dans un journal, de la Chambre d'agriculture, je crois. Une newsletter où il y avait 3 lignes en disant ferme avec bergerie, 3 hectares... et le prix, et c'est tout, 0 détail. Donc première chose qu'on fait, c'est qu'on va sur Google, on regarde sur Google Earth à quoi ça ressemble. Effectivement, on voit que c'est au bout d'un cul-de-sac, on voit qu'il y a un village à 2 km, on voit qu'il y a des fermes à côté, mais pas juste à côté, on voit qu'il y a des bois autour, et on se dit, oula, Martine, elle a bien senti le truc, donc on a très vite reloué une voiture, pris un train, je ne sais plus, enfin on est redescendu au Bonestière et on a rencontré le propriétaire d'ici et puis les choses se sont faites pas très rapidement parce que comme c'était des terrains agricoles, il y avait toute une série de procédures à respecter, passer par la SAFER, tout ça, mais ça finit par se faire et il y a 9 ans, à quelques jours près, on a signé et c'est marrant parce qu'on est arrivé ici, on a monté le chemin.
On a arrêté la voiture à l'entrée de la cour. On est sorti de la voiture, on a fait quelques pas dehors, discuté 2 minutes avec le propriétaire, fait des papouilles à son chien, et très vite, avant de rentrer dans les bâtiments, on s'est dit, c'est là. On s'est dit, c'est là, il y a le terrain est beau, l'environnement, les vues, le ciel, enfin voilà, on était sous le charme. Bon, après, on a fait le tour, c'était une ferme qui était en partie encore un peu habitée, mais plus exploitée, un peu à l'abandon, un peu en désordre, mais on va dire tout ce qui est essentiel était intact, des beaux bâtiments en pierre du pays, orientés correctement, et puis un terrain assez préservé avec des... En fait, ce qui est marrant dans l'environnement ici, c'est qu'on est entouré de bois, mais qu'on n'est pas enfermé, parce que le terrain est assez accidenté. Et donc on a des vues de tous les côtés, c'est assez unique. Alors on est un petit peu en hauteur, on n'a pas d'accès à l'eau, enfin on n'est pas le long d'un cours d'eau, on n'est pas au fond d'une vallée, mais on a cette ambiance qui est un peu particulière et qui frappe souvent les gens quand ils arrivent ici. Et donc le soir même, je crois qu'on était au Bonestière hébergé après avoir mangé. C'était en juin, je crois, la première visite. On est revenu ici, on s'est assis sur des morceaux de béton qui traînaient là à côté de la maison, et puis on est resté là 1 heure en se disant ouais, voilà, ça confirme, on est partant, on va faire une offre. Thomas dit que c'est gentil quand il dit qu'il y avait un peu de désordre. Il y avait carrément... voilà, il fallait un peu se projeter. Il y avait énormément de tôles ondulées. Il y avait beaucoup de déchets. Enfin, voilà, il fallait se projeter. Je pense que les amis qui sont venus l'hiver, qui a juste suivi la signature, donc aux vacances de Noël qui ont suivi juste après, je pense qu'ils sont vraiment demandé ce qu'on faisait là, ce qui nous était arrivé. Et puis les enfants aussi, elles m'ont avoué l'autre jour. On en reparlait, et puis on regardait les photos du moment de l'achat. Parce qu'on a fait des photos avant-après pour nos portes ouvertes là au mois de septembre. Donc on a refait des photos exactement aux mêmes endroits qu'il y a 9 ans. Et donc en regardant ça avec les enfants, elles m'ont dit oui, tu sais maman, nous on s'est quand même un peu demandé pourquoi vous aviez acheté ça et si vraiment on allait être obligé de venir passer toutes nos vacances ici. Voilà, mais aujourd'hui je pense que les gens sont assez unanimes sur le fait que c'est un bel endroit et ouais, que c'est un lieu un petit peu magique. Vous êtes arrivé ici il y a 9 ans. Racontez-moi comment est née Pique-Mouche, l'aventure Pique-Mouche. Ce qu'on n'a pas encore dit, qui est extrêmement important, c'est à quel point on a été bien accueillis. Parce qu'on a vraiment... on est tombé amoureux du lieu, des paysages. On est très très fan de la vallée de l'Aigronne, qu'on trouve particulièrement belle. Moi, je suis arrivée de Bruxelles vendredi. L'ambiance est très morose là-bas. Je suis arrivée ici, il y avait une lumière magnifique, les couleurs d'automne. Voilà, ça, tout de suite, ça a quelque chose de beau et de léger qui change tout. Mais aussi, il n'y avait pas que ça. Il y a le fait qu'on a été extrêmement bien accueillis et qu'on a beaucoup plus vite que prévu créé une belle vie sociale. Moi, je pensais vraiment que pendant des années, on serait les Belges, les étrangers, avec qui on dit gentiment bonjour, mais sans plus. Et en fait, pas du tout. Martine, dont Thomas parle, c'est devenu une amie extrêmement chère. Et d'autres, voilà, je parlais d'un autre ami avec qui on a été chercher le foin ce matin, etc. On a noué des amitiés fortes, solides, précieuses, beaucoup plus vite qu'on ne pensait. Il y a une grande richesse, une grande diversité en fait dans les liens qu'on a aussi, parce qu'on est amis avec des gens qui ont 20 ans de moins que nous, ou même 30 ans de moins que nous, presque l'âge de mes enfants, et puis d'autres qui ont 20 ans de plus, et c'est très très diversifié au niveau des métiers, des catégories d'âge et tout ça. Voilà, mais donc très bien accueillis, une vie sociale beaucoup plus chouette qu'on imaginait, beaucoup plus rapidement que prévu. Et donc ça a joué, et ça donc pour revenir à la question de l'activité, on voulait renforcer encore ça. On s'est dit, il y a énormément de gens avec qui on a envie de faire des choses, avec qui on a des affinités, et on sentait qu'il y
y a une envie de redynamiser un peu cette campagne. Et donc, dès qu'on fait quelque chose, tout le monde est super content ici. Ça, c'est aussi très agréable. Il y a une espèce de soutien comme ça, d'enthousiasme dès qu'on propose quelque chose. Et donc, voilà, on s'est dit, il faut qu'on trouve un projet professionnel ici. Et on a exploré toute une série de pistes. On a réfléchi à toute une série de choses avec ce qu'on était capable de faire, avec ce que le terrain nous proposait. Donc, c'est vrai qu'on a un petit 3 hectares, mais ça ne permet pas de devenir ni éleveur, ni agriculteur céréalier, enfin voilà, tout n'était pas possible. Et puis on n'a pas ces compétences-là, on n'avait pas envie de ça non plus. Donc on a exploré une série de pistes et assez vite on est tombé sur cette idée des plantes aromatiques et médicinales parce que ça rejoignait des intérêts, pas des passions, mais enfin, vraiment des choses qu'on aimait beaucoup depuis très longtemps. Moi, beaucoup le jardin, les fleurs, le jardin d'ornement, etc. Et Thomas, la botanique, depuis qu'il est tout petit. Donc, ça rejoignait ça. Et puis, le terrain se prêtait bien à ça parce qu'on a la surface suffisante. On a une terre qui est vraiment pas terrible, mais les plantes médicinales, elles n'ont pas besoin d'une terre riche. Et puis, ça nous semblait physiquement accessible à des cinquantenaires quand même. Assez vite, on avait par exemple mis le maraîchage de côté en se disant que c'est trop dur. Enfin voilà, on ne s'imaginait pas se lancer là-dedans à notre âge. Voilà, donc les plantes aromatiques médicinales, ça conciliait un peu nos compétences, nos envies et le potentiel du terrain. Et il n'y avait personne installé dans cette activité-là, ici au Sud-Touraine non plus. Donc il y avait aussi un champ ouvert par rapport à ça, quoi. Il y avait une place à prendre en fait. Et, voilà. Donc ça conciliait pas mal de choses. C'est aussi une activité qui ne nécessitait pas de très très gros investissements d'installation. Et alors c'est une activité aussi qui rejoignait quelque chose qu'on a tous les deux, on va dire, même avant de se connaître, qui quelque part nous caractérise, c'est qu'on n'aime pas se faire enfermer dans des routines, on n'aime pas se faire caler sur des rails. Et ce qui est intéressant avec les plantes aromatiques et médicinales, c'est qu'il y a énormément de plantes intéressantes, il y a énormément de manières de les transformer, de types de production qu'on peut imaginer avec ces plantes. Et donc, c'est forcément un projet qui reste tout le temps ouvert. Bien sûr, il y a des aspects routiniers, bien sûr, forcément comme dans tout métier, mais on est sans arrêt en train d'aller bouquiner à propos de telle ou telle plante. Ici, on est en train de préparer pour l'année prochaine une nouvelle gamme de produits, on va dire vraiment de phytothérapie, donc des plantes qu'on macère dans l'alcool, qui est un peu la base de la phytothérapie. C'est un gros chantier où on doit reprendre tout ce qu'on a vu en formation, réinventer, retester. Voilà. Et des projets ouverts comme ça, on ne sait pas ce qu'ils seront dans 3 ans, et c'est ça qui nous plaît. On n'a pas du tout envie de se faire enfermer en disant « Ah bon, on va faire de la tisane jusqu'à la retraite, quoi ». Comment vous avez développé en fait tout un réseau? Effectivement, on a bien insisté sur le côté circuit court, mais pour en faire partie, y être, mailler le territoire, vous faire connaître. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile ou parfois difficile? Pour commencer, il y a un truc intéressant auquel de nouveau on ne s'attendait pas, c'est que, on va dire jusqu'à cet été, on a très peu dû décrocher notre téléphone pour faire en sorte que nos produits se vendent. Donc c'est un peu ce que Catherine disait tout à l'heure. Dès que on démarre quelque chose, tout le monde vous regarde, tout le monde vous pose des questions, tout le monde vous appelle. Et donc très vite, on avait nos produits qui étaient dans des épiceries de village, dans des magasins de producteurs, dans les offices du tourisme ici, dans les environs. Et ça, c'est vraiment super. Donc on n'a pas dû dépenser énormément d'énergie à je dirais, placer nos produits. On a pu vraiment se concentrer sur la production, sur les transformations.
Et c'est important pour nous parce que un des sens de l'activité, c'est de travailler en local. C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie de... Alors on le fait un peu, mais on n'a pas envie de faire des chouettes tisanes pour les copains bruxellois. On n'a pas envie de vendre nos tisanes à Paris ou je ne sais où, ni même à Tours. Nous, ce qui nous importe, c'est que les gens d'ici, que ça intéresse, puissent avoir facilement accès à ce qu'on fait. Donc facilement accès géographiquement et puis financièrement aussi. Le réseau de distribution, l'implantation de l'activité, il est vraiment en plein. On est dedans, en plein. Il n'y a rien qui est encore consolidé, j'ai envie de dire. Là, on est vraiment en train de tester des points de vente. D'ailleurs, là, on profite justement de l'hiver pour notamment faire un peu le point là-dessus et puis voir comment on veut fonctionner l'année prochaine. Et clairement, il y a des points de vente qui marchent très très bien. On est super content de la collaboration. D'autres où c'est moins satisfaisant. Certains qu'on va peut-être décider d'arrêter. Mais oui, comme l'a dit Thomas, notre priorité, c'est vraiment de vendre en très très local, un maximum en circuit court. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir la boutique ici sur la ferme. Et puis, voilà, dans des commerces locaux, commerces de producteurs. Donc le plus loin qu'on aille, c'est à Amboise. C'est un peu loin, mais là, en l'occurrence, on a 2 super chouettes collaborations avec 2 points de vente. Et donc, voilà, on y tient. De nouveau, la qualité de la relation avec le point de vente, enfin, avec les représentants du point de vente, les gérants, joue beaucoup. Et donc, dans notre sélection, en fait, il y a un peu ça. Il y a évidemment la quantité vendue, mais en fait, de nouveau, la relation humaine, pour nous, est primordiale. Et puis, on a fait beaucoup d'événements aussi. Donc, pour revenir à la question de comment on se fait connaître et tout, là, on a quand même fait énormément de marchés ponctuels. On ne fait pas de marché hebdomadaire, en partie parce que moi, je suis à Bruxelles, de toute façon, quand même encore très souvent. Donc ça, ce serait trop lourd. Et puis, en période de cueillette, c'est difficile à gérer. Mais on a fait beaucoup de marchés ponctuels, beaucoup de marchés de producteurs cet été. On a fait des portes ouvertes ici, déjà 2 fois. On était sur 2 marchés de Noël ce week-end et on va enchaîner tout le mois de décembre. On était à Ferme Expo sur l'invitation de la Comcom il y a 10 jours, etc. Donc voilà, on a beaucoup d'événements comme ça pour se faire connaître. On se pousse un petit peu pour être sur les réseaux sociaux. On n'est pas très très bon. Je crois qu'on serait capable d'être meilleur, mais là, on n'est pas super motivé, mais on fait l'effort quand même un petit peu parce qu'on se rend compte que c'est important. On n'a pas une allergie à l'ordi, mais c'est vrai qu'on essaye de quand même limiter un peu l'ordinateur. On doit en faire quand même pas mal, mais voilà. Mais donc un peu les réseaux sociaux, des événements, un peu de... Voilà, derrière vous, il y a des flyers qui sortent de l'imprimerie, là, tout frais. Il est bouche à oreille quand même, mais ce qui est vraiment chouette, c'est quand les gens reviennent en disant j'ai acheté vos produits sur tel événement, à tel endroit, et puis ils viennent à la boutique ici en disant qu'ils adorent notre tisane, qu'ils adorent tel cosmétique, etc., et qu'ils reviennent en chercher. Alors ça, évidemment, c'est gratifiant et c'est vraiment ça qu'on a envie de construire, quoi. Est-ce que vos familles et amis viennent vous voir ici ? Plein, ils adorent, on doit les canaliser parce que nous, grosso modo, entre fin avril et mi-août, on travaille 12 heures, 15 heures par jour et donc gérer l'accueil des copains et de la famille en plus, on pète complètement les plombs, on casse le rythme, ça va pas du tout. Mais alors avant qu'il y ait l'activité professionnelle, effectivement, l'été ça défilait et c'est très chouette, on passe plein de chouettes moments. Au lieu d'aller vite boire un verre à l'arrache le midi avec tel ou tel copain, ici on passe des longues soirées à boire du bon vin et à regarder le coucher de soleil, ce qu'on peut pas faire en ville. Et donc oui, ils viennent et certains reviennent. On a un couple d'amis qui reviennent tous les ans, même plusieurs fois par an quand ils peuvent. Ce qui, moi, me fait très plaisir, c'est que mes enfants sont venus quand elles étaient petites. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Puis voilà, elles aimaient bien. Puis il y a eu l'adolescence où c'était moins évident de les faire venir au fin fond de la campagne. Et là, elles recommencent à vraiment beaucoup aimer et à découvrir un peu ce que nous, on trouve de magique dans ce lieu. Elles sont très sensibles à la nature, justement, aussi et tout. Et donc, de plus en plus, elles aiment venir. On a maintenant un mouton, des ânes, tout ça. Enfin, voilà, ça me fait plaisir. Moi, elles viennent de plus en plus spontanément, on va dire. Elles ont envie de venir. Et puis, voilà. Pour terminer l'entretien, je voudrais vous demander, en fait, est-ce que vous pouvez essayer de vous projeter en arrière au moment, à l'époque, peut-être où vous vous êtes rencontrés. Est-ce que vous auriez pu
un jour vous imaginez comme ça dans un projet commun dans la nature et la campagne du Sud Touraine à Charnizet? Si à l'époque on vous avait dit c'est ça que vous allez faire ensemble, qu'est-ce que vous nous auriez répondu? On aurait bien rigolé. Bon, alors ensemble, oui, ça, on s'est connus au travail, on adore travailler ensemble, etc. On se le dit souvent, et donc ensemble, ça, on aurait trouvé ça normal, la moindre des choses. Mais paysans et alors ailleurs qu'à Bruxelles, pourquoi pas, mais activité agricole, ça c'est quand même c'était quelque chose dans lequel on ne s'était pas projeté au départ. Ça s'est vraiment construit progressivement, et en fait c'est une évidence qui s'est imposée et qui aujourd'hui voilà, nous porte complètement, quoi. Oui, c'est amusant que vous posiez cette question parce que hier, on est rentré du marché de Noël un peu tard, bien fatigué, c'était loin. Et justement, j'ai dit à Thomas, s'il y a 17 ans, quand on s'est connus, on nous avait dit qu'on ferait des marchés de Noël, dans 17 ans, on l'aurait peut-être pas cru, quoi. Donc voilà, il y a des moments où effectivement, on est vraiment quand même très très loin de ce qu'on faisait avant. Et puis en même temps, moi, je sens une continuité. Les gens qui me connaissent bien depuis très longtemps sont pas surpris. J'ai vraiment toujours aimé la nature et les plantes et tout. Et voilà, il se fait que je vivais dans une grande ville. Je suis née dans une grande ville. J'ai des parents qui n'étaient pas du tout là-dedans. Et donc, j'avais pas l'occasion. Mais en fait, je pense que j'ai toujours été attirée par ça. J'allais dans une ferme quand j'étais gamine, vers mes 10 ans. Et enfin, c'était le bonheur absolu. Et je crois que j'ai toujours eu envie de ça. Et oui, ça faisait de longues années. Même quand j'ai connu Thomas, j'avais déjà en tête, voilà, un peu pas ce projet-ci défini comme ça, mais quand même des envies assez... Enfin, qui allaient dans ce sens-là. Et puis, il y a le côté créatif, on l'a compris, je crois. On a envie de faire 1000 choses ici. On n'a pas parlé du projet de gîte, on n'a pas parlé... Enfin, voilà, encore plein d'autres projets. Et moi, j'ai fait un jour un bilan de compétences à un changement de vie professionnelle. J'ai changé de vie professionnelle aussi plusieurs fois. Donc ça, c'est... Voilà, de nouveau, c'était... Pourquoi pas changer? J'aime beaucoup le changement. Et mon profil professionnel, c'était entrepreneuse infatigable. Alors parfois, je suis quand même vraiment fatiguée, mais en l'occurrence, jamais à court d'idées, quoi. Donc voilà, j'aime le changement, et un lieu comme ça, depuis que je suis gamine, ça me fait rêver. Donc on aurait été sans doute surpris à 17 ans si on nous avait dit ça, mais il y a quand même de la suite dans les idées, on va dire. C'était Voix du Sud Touraine, avec Thomas et Catherine Lemaigre-Closson. Un podcast proposé par la communauté de communes Loge Sud Touraine, signé Anne-Claire Bulliard.